Mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour le numéro 140, Mika, du Weekend AB Show. Le retour de Mika après avoir passé des bonnes vacances, qui revient bien joufflu. Mika, on t'a connu bien invité ces derniers mois, et là on sent que ça y est, la retraite, elle est définitive. Après, j'ai toujours été un très gros gourmand. On va dire, ça c'est sûr, je suis un vrai gros gourmand. Mais non, non, tout va bien, tout roule et comment dirais-je? Et je savoure bien ma retraite. J'ai fait du kitesurf, j'ai bien progressé de ouf. Je suis Voilà, archi content. t'as pas partagé les images avec nous comme tu l'avais fait l'an dernier sur Instagram. Ben, en fait, là, je suis parti avec des potes et j'ai pas eu de mecs qui filmaient ou autre. Mais franchement, j'ai bien progressé, hein. T'as ce que tu fais, Là, avec t'installes mon pote. tu sais, les GoPro là, tu vois, pour... Ouais, en fait, ça c'est bien les GoPro, mais je te jure, moi je suis pas très très. Mais tu le vois de toute manière quand on fait les enregistrements à la maison et tout, je suis pas très à l'aise avec. Même la il y a un mec qui technologie. se moquait de moi parce que dans mon PC taille, moi j'ai une souris, elle est filaire. Tu vois, je suis un mec à Je l'ancienne, savais je même pas suis que ça pas. existait ça encore, je te jure. Et même quand je suis sur mon téléphone, taille, les gens ils sont comme ça et moi je suis comme ça. C'est pour ça que je t'appelle l'ancien. Mika, entre-temps, il y a Ouais, eu c'est ça. la victoire du PSG pour une première. Bon, je suis pas du tout footeux, je ne supporte pas du tout le PSG malgré que j'ai la veste. Et voilà, ça reste quand même de l'actualité, ça reste une première pour... Paris, j'ai. T'étais pas là toi du coup, t'étais à l'étranger. Là, j'étais au kitesurf, j'étais pas là, mais mon cœur était avec, évidemment, avec Paris. Et voilà, je suis content parce que Marseille et Paris, maintenant, ils sont à égalité, une victoire partout et belle victoire de Paris, ça fait plaisir. Effectivement, mesdames, messieurs, pour cette hebdomadaire, on va parler d'un sujet. C'est la crise du MMA et du MMA français tout simplement. Avant que la vidéo ne commence, installez-vous confortablement. Moi, je vous annonce que les épisodes à venir, ils vont être croustillants. Parce que maintenant que Mika, il n'est plus affilié à aucune salle, à aucun management, ça y est, il pourra parler plus librement. Parce que c'est vrai Non, mais que, c'est non pas. mais, la C'est... réalité, Mika, non, la réalité, c'est que regarde, moi, ce qu'on me reprochait quand j'étais au Factory, c'est que Ouais. même si moi je pensais que je parlais librement, forcément, des fois, tu peux. Voilà, tu parles avec délicatesse. Pourquoi? Parce que tu parles d'un de tes partenaires d'entraînement, d'un de tes entraîneurs, d'un de tes managers, ok? Là, il n'y aura plus ça, mon ami. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Mais après, moi, je m'entraînais chez Nico. Et jusqu'à maintenant, bah, Nico, tu vois, Ah non, bien il sûr, n'a je ne rien parle à pas redire. de... Non, bien Et sûr, bien sûr. non, Je mais parle ma parole, globalement. ouais, mais ma parole elle était libre. Après, moi, ce que je me suis aperçu, et là, je suis en accord avec toi, c'est que bien souvent, quand on fait des analyses un peu critiques, c'est même pas un peu critique, quand on fait une analyse avec justesse, ou du moins nous, ce qu'on considère juste, sur la base de ce qu'on regarde, etc., c'est vrai que beaucoup de combattants nous en tiennent rigueur derrière. Ça, c'est une réalité, tu vois. Et le but, c'est pas de les blesser ou de leur appuyer la tête quand ils sont au fond de l'eau, tu vois, pas du tout. Mais j'ai remarqué que beaucoup, 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 il suffit que tu dises un truc qui va pas dans leur sens, les gars se vexent. Et ça a abusé, Effectivement. tu vois. On va en parler de suite, Mika. Juste pour rappeler, ce samedi, on aura deux événements. Un à Clichy Hall pour le SPF 7e édition et on aura le Duel 4 qui sera diffusé en live sur la chaîne. D'ailleurs, en deuxième partie d'émission, je reçois Charles et Thomas qui vont nous expliquer en exclusivité et faire la preview du Duel 4. Donc ça va être en deuxième partie. Mika, on peut revenir à nos moutons. Donc on parlait de la crise du MMA français et même du MMA international, j'ai envie de te dire. Pour faire un petit récap, ces derniers temps, on a eu l'annulation du PFL Paris. On a eu une annonce pour l'UFC Paris numéro 4, donc c'est vrai que ça a ravivé un petit peu l'actualité. Et en fait, quand on lisait en off, mis à part le KSW, enfin, même c'est le KSW, j'ai l'impression qu'il a un petit peu tenu, ou même ravivé le MMA français ces derniers temps, parce qu'on a eu des événements en l'espace de 6 mois. C'était au mois de novembre, au mois de décembre, il y avait le KSW Paris Défense Arena, il y a eu le KSW Lyon. Et donc en fait, voilà, on remarquait que bah, c'était à une période assez creuse, Mika. Ben, en fait, je te rejoins un peu. Après.
Je dis pas, comme tu l'as dit, ce qui est intéressant, c'est que je suis plus au KSW et je suis plus nulle part. Et donc, je dis pas ça parce que j'étais au KSW. Mais quand tu regardes un peu ce qu'a tenu le MMA français, ce qui nous tenait vraiment en haleine ces derniers temps, c'était un peu effectivement le KSW qui nous a proposé une carte de malade. Il y avait le PFL aussi qui était censé nous proposer une belle carte et avec une belle surprise parce que j'ai appris après coup qu'ils étaient en train de monter le combat Azael contre Yves Landu. Et Ouais, ça, c'est vrai que c'était un combat que un j'aurais voulu banger. voir. Mais de manière générale, on a un hexagone qui est hyper présent. Et ça, c'est une bonne chose, qu'organise assez de manière récurrente. Après, eux, ils ont un problème qui est identifié et qui persiste. Je suis désolé de le dire comme ça, mais ils persistent et ils sont toujours dans le même type de problème. Ils ont des événements qui fonctionnent, ils ont des publics, ils font de la billetterie, ils arrivent à vendre leur événement à plusieurs chaînes télévisées, donc sur les plateformes européennes, mais ils ont beaucoup de mal à créer des histoires et à créer des stars, entre guillemets. Et je prends pour exemple ce que faisait le Ares à l'époque. Je vais bien parler du Ares à l'époque. Mhm. On avait vraiment des stars qui étaient, au fur et à mesure des événements, on arrivait à créer des stars et à créer un engouement autour des combattants. Et en fait, ça, l'Hexagone, ils n'arrivent pas à insuffler ça, cette énergie autour de leurs combattants. Et pourtant, ils ont vraiment des bons combattants, hein. Il y a des combattants là-bas qui ont déjà des grosses fanbases. Je pense évidemment à Paul Dena qui est en train de tout rafler, Mhm. même s'il débute. Je pense à des combattants un peu plus capés comme Mathieu Leto, qui l'air de rien, il fait son trou. Mais on n'arrive pas à faire d'eux des stars. On a un Prince Aounala qui est champion depuis pas mal de temps, mais pareil. Là, on voit qu'il a signé au Rizin et tant mieux, je lui souhaite une belle aventure. Mais en fait, on n'arrive pas à créer des stars, on n'arrive pas à en faire des stars et on n'arrive pas à communiquer autour d'eux. Mais en tout cas, je leur tire mon chapeau parce que c'est les seuls qui arrivent à organiser de manière récurrente, on va dire. Le Ares, on n'a pas de lisibilité sur ce qui se passe. Là, il y a un événement à Marseille avec l'une de leurs plus grosses stars, c'est Axel Sola qui est sur le point possiblement de signer à l'UFC. Mais pareil, la communication contre le combat contre Riley Soudela, c'est peut-être pas le combat qu'on attendait le plus, mais ça va être une belle opposition. Bah, la communication, elle est plus, je sais pas, il n'y a pas d'attente autour de cet événement, alors que normalement, le RS, c'est vraiment, on sentait un engouement, on sentait quelque chose autour des événements du Ouais, RS. Et là, bah, je sais pas ce que tu en penses, mais ouais, je vais. je Bah ressens écoute, pas ça. ouais, Je bien vais sûr. pas, attends, je remue même pas le couteau dans la plaie. Mais quand je vois une fille comme Tekena qui part du RS, alors D'ailleurs, que qu'on pour va moi, recevoir, hein. Elle était ouais, compétitive du RS. et pour moi, elle a marqué l'histoire du RS. Et voilà. Et en plus de ça, quand vous allez écouter son histoire, je vais pas vous spoiler, mais je trouve que c'est abusé. C'est abusé la manière dont elle a été coupée et les raisons pour lesquelles elle a été coupée. Quand je vois un Paul Bécaye, ouais. Béguet, ouais, qui combat ce week-end en Suisse, donc on comprend qu'il combat plus au RS. Et au final, un peu pour les mêmes raisons que Tekena, mais sans communication. Quand je te vois, toi, qui combat pas, alors que sur la carte de Brest, tu regardes la carte, sincèrement, il n'y a pas un gars que je connais quasiment qui combat sur cette carte. Il y a plein de choses qui vont pas comme ça. Et je trouve que ça, c'est dommage parce que je sais pas si c'est ton ressenti, le mois de mai devait être la grande fête du MMA français parce qu'il y avait beaucoup d'événements, etc. Et au final, ça a été un gros flop. Ouais. Franchement, entre l'annulation du PFL, entre la communication entre guillemets dégueulasse de l'Hexagone, entre bah, effectivement à l'UFC des contre-performances, malheureusement on n'est pas revenu avec cette ceinture de l'UFC. Voilà, on a un MMA français qui, j'ai l'impression, n'est pas au top de sa forme et qui même est en régression par rapport aux 2 années précédentes. Bah écoute Mika, je te rejoins, je vais y aller étape par étape. D'abord, je vais te répondre, donner mon avis par rapport à l'Hexagone. C'est vrai que l'Hexagone, ces derniers temps, ils ont misé sur les champions de l'IMAF. Je pense à Bafodé, je pense à Samba Sima, voilà, pour ne citer que. Maintenant, d'ailleurs, un petit big up à Bafodé qui a eu une excellente performance avec un très très beau KO, un crochet du bras arrière, voilà, fallait le souligner. Donc Et voilà, ils ont... justement, AB, Mhm. est-ce que Bafodé, il mérite pas plus de lumière? Ah bien Tu sûr, vois, et parce- c'est pour cela que je disais en fait que l'Hexagone, ce qu'ils ont fait, c'est d'investir et de signer les jeunes amateurs.
pour qu'ils puissent débuter sur le circuit pro ou même continuer en amateur, comme je pense à Alan Landouzi par exemple, qui n'a pas encore fait sa transition et qui est toujours en amateur. Maintenant, en fait, le problème, c'est que ça manque clairement d'adversité, je pense. Et en fait, à l'époque, pour faire le parallèle, c'était que le Ares, dans une même catégorie, par exemple, pour prendre la welterweight, on avait toi, Mika, on avait Abdul, on avait Kalamoussou, on avait Ibrahim Ibrahima Mané, Mané, il y avait Wissem Marmouche, Staropoli. il y avait Staropoli, il y avait vraiment, il y avait une effervescence, il y avait quelque chose. Pareil pour d'autres catégories, par exemple, on a eu tu sais, la tension entre Damien Lapillus et Amine Hmm. Ayoub. Chaque mois quasiment, mais vraiment chaque mois quasiment, on avait eu un événement d'Homme de Paris. Donc voilà, c'est vraiment bah, à ce moment-là qu'on a connu Tekena qui a fait ses débuts, les frères Younoussov. Axel pareil, nous on le connaissait parce que voilà, on est des puristes, mais c'est au moment où il a atterri à Arès qu'il a, on va dire, éclaté au grand jour aux yeux des fans français. Et en fait, à la différence, quand je compare l'Hexagone et le Arès à l'époque, je dis bien à l'époque, c'est qu'en fait, il y avait un roadster. Il y avait un roadster qui était intéressant, et on voyait que, voilà, même s'il y avait cette filière brésilienne parfois, il y avait des matchs, des match-ups avec des faire-valoir, mais il y avait quand même des storytelling. Et là, ce qui manque en fait à l'Hexagone, c'est, comme tu l'as dit, c'est le storytelling, et c'est les roadsters qui sont pas assez fournis. Je pense que là, après, le fait que le MMA il évolue, qu'il y a plusieurs événements qui naissent, bah forcément les Français sont un petit peu dispatchés à gauche à droite. Donc ça fait que à l'époque, Arès était numéro un, donc quasiment tous les Français voulaient et étaient là-bas. Entre-temps, t'as eu tous les, on va dire, les conflits d'intérêts, t'as eu aussi on va dire les petites guerres entre les différents managements, les différents clubs qui ont fait que voilà, certains athlètes ne voulaient plus signer parce que voilà, à l'époque c'était Fernand Lopez qui était à ORS et voilà, en fait, il y a eu plein de choses qui ont fait que bah, ça a amené à ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc ouais Ah, voilà. attends, juste pour rebondir sur ça, en vrai, aujourd'hui, on a deux orgas qui ont le monopole, c'est Ares et Hexagone. On a un Hexagone qui, eux, comme je le dis, organisent de manière récurrente, mais communication lourd. Et on a Ares, et c'est là où j'arrive pas à comprendre. Il y a une fuite de combattants du Ares. On l'a vu, ils ont signé énormément de prospects du COF quand le COF a coulé. Ils ont re-signé pas mal de prospects avec les Prigent, etc. Je peux en citer d'autres. Et là, on voit des Tekena qui partent, des Paul Begay qui parlent, des Boifia qu'on n'a pas su retenir, toi qu'on ne fait pas combattre. Et tout ça, parce qu'en off, il y a une manière de traiter le combattant qui est pas Ouais, correcte. qui Et est ça, je vraiment trouve pas que c'est correct. abusé. Qui est Et vraiment pas c'est, correct. En plus, je trouve, voilà, sans prétention, on a fait les beaux jours d'Arès. Et c'est vraiment dommage d'être traité de la sorte. Moi, je dis que je l'ai dit, je reviendrai un petit peu plus tard dans un prochain podcast. Et d'ailleurs, on recevra aussi Tekena parce qu'elle a été clairement coupée de son contrat. Et c'est pas elle qui est partie. Elle était coupée de son contrat. Et tu sais, pour faire un petit parallèle, j'ai vu un extrait d'une interview sur Jab Live d'Herbina avec Kevin Doucet. Et en fait, il y a une phrase qu'il a dit, c'est une réalité en fait. Dans le MMA, en fait, les organisateurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent te couper à tout moment. Mais par contre, toi, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ça fait que moi, par exemple, bah, ça fait un an que je suis sur le bonne touche. Dis-toi que toutes les opportunités que j'ai ratées, et je te parle même pas de l'aspect financier, parce que moi, vraiment, ce que je fais primer en premier lieu, c'est l'aspect sportif. Vraiment, c'est vraiment l'aspect sportif. Donc, ça fait un an d'inactivité, t'avances même pas. T'avances même pas. Après, voilà, ça va, je suis dans une catégorie qui est peu fournie, donc c'est pas comme si je perdais beaucoup de points dans les classements, mais bon, je reste le meilleur poids lourd de France, pour rappeler. Mais voilà, pour parler un peu plus sérieusement, Tekena, pareil, donc de ce que j'ai pu entendre, c'est qu'en fait, grosso modo, là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une sorte de réhausse, enfin de réhausse, non. Ils veulent régulariser les primes des combattants. Donc ça fait que là, ceux ils qui veulent touchent, revoir à la baisse. En voilà, fait, ils veulent revoir il y à a la des baisse. contrats. Il y a des contrats qui ont été signés donc entre le Ares et certains combattants. Pour des raisons économiques, ils se rendent compte que apparemment il faut qu'ils fassent des économies parce que c'est pas viable ou du moins ils sont trop déficitaires. Et au lieu de dire bon bah c'est les nouveaux arrivants on va vous mettre des contrats plus bas, ils demandent aux anciens de revoir leur contrat qui est effectif plus bas. C'est comme si moi je signe au RS à 10 + 10. J'ai signé mon contrat pour 3 ou 4 combats et on me dit, bah non, ton troisième combat, tu peux le faire, mais seulement si tu descends à 5 + 5. Et ça pose problème. Et c'est pour ça que certains ne combattent plus et donc ont une cadence de combat qui est beaucoup plus faible et que d'autres disent, bon, bah, je m'en vais. Et du coup, ils partent. Et
je trouve que c'est pas, effectivement, c'est pas, enfin, j'ai du Non, mal à mais comprendre, je te rejoins, hein. Ouais. surtout quand tu sais que le RS, bah, ils avaient quand même une image. Et on va dire que quand tu signais au RS, bah, t'étais fier de porter le RS parce que le RS était la plus grosse organisation française. Mhm. Et actuellement, les bruits de couloir, alors c'est sûr, hein, le grand public, il n'est pas forcément au courant de tout ça, mais les bruits de couloir montrent qu'on fait des économies de partout. Et d'ailleurs, il y a même un combattant l'anglais, tu Joe sais, Fulton. que tu avais battu Ouais, d'ailleurs Joe Fulton, oui. et qui se moquaient du Harès parce que ils font tellement d'économies qu'aujourd'hui, même les chambres d'hôtel, il n'y a plus de baignoires. Tu vois, Ah limite, ça va ouais? être bah, tu vois, ils vont baisser sur tous les standings en fait. Et nous, on a toujours été du côté des combattants et ça, on le sera toujours dans ce podcast. Et donc, à tous les combattants qui veulent prendre la parole, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Mhm. Pour qu'on discute de tout ça, et je pense que Tekenia, elle pourra nous expliquer tout ça Exactement. et son choix de partir à l'Hexagone. Mais tu sais, Mika, la problématique, c'est qu'en fait, les combattants ne communiquent pas assez. Je prends par exemple l'exemple du PFL Paris qui a été annulé. Je fais une petite parenthèse. Bah, mis à part Patrick Abirora, qui a été reprogrammé, après lui, voilà, ils arrivent. C'est lui qui apporte, on va dire, le MMA, le PFL en Belgique. Dès lors qu'il a été reprogrammé, ben, t'as quasiment aucun combattant qui se sont plaints ou qui ont pris la parole. Et c'est ce jour-là où toi, lorsque t'as combattu au KSW, t'as eu vraiment, on va dire, les yeux et les oreilles rivées sur toi, et là, t'as pu passer un message. Mais j'ai quasiment vu aucun combattant, enfin, peut-être que j'abuse, mais relayer pour passer un coup de gueule. Et en fait, lorsque j'en parlais à Tekena, je disais, mais la problématique, c'est qu'en fait, lorsqu'un combattant se fait couper, bah, par exemple, Begay Paulin, à quel moment il a pris la parole? Tekena, elle, va pouvoir prendre la parole chez nous. Je pense qu'il y a d'autres combattants qui ont été coupés. Et la problématique, c'est qu'en fait, à un moment donné, bah, il faut parler. Je dis pas que c'est la meilleure solution d'exposer ses problèmes sur les réseaux, mais c'est juste qu'il faut, à un moment donné, il faut envoyer un message d'alerte. C'est que les organisateurs, voilà, ouais, les organisateurs, en fait, sont libres de couper les contrats à tout moment. Euh, Tu signes pour un contrat de telle somme pour telle somme. Ok. Et même sur le contrat, il est stipulé que bah, on a par exemple droit à un bonus Fight of the Night, soumission de la soirée ou autre. Et même ça, aujourd'hui, par exemple, c'est coupé. Mais donc à un moment Ouais, donné, donc, exactement. Bah, tu dis-moi. vois ça, regarde, Eddie. En fait, c'est archi important que tu en parles. Pourquoi? Quand vous arrivez au RS, il y a une politique qui a été mise en place au RS que moi je trouvais discutable, mais encore une fois, comme quand j'ai combattu au RS, la politique était en place et j'ai accepté les termes du contrat, donc je ferme ma bouche. La politique était de dire, en général, quand vous combattez à l'UFC ou autre, vous avez ce qu'on appelle un flat, un fixe, plus un win bonus. C'est-à-dire que si vous gagnez le combat, vous avez grosso modo une partie. En général, à l'UFC, quand vous rentrez à l'UFC, c'est 12 plus 12. Le RS, ils ont dit, bah, nous, on va faire à peu près la même politique. On va vous donner un fixe et on va vous donner un win bonus, mais c'est pas un win bonus, ça sera un finish Un finish bonus. bonus, ouais. Vous ne touchez la prime que si vous finalisez le combat. C'est-à-dire que si vous gagnez par décision, vous n'avez pas de win bonus. Ouais, t'as juste la première partie. Donc, grosso modo, la plupart des gars, ils signaient à 6 plus 6 ou 5 plus 5 ou 3 plus 3, peu importe. Et en plus de ça, le RS, ça faisait partie de leur truc, disait, en plus de ça, une fois que si tu finalises ton combat, tu seras aussi éligible à la performance de la soirée. Et les performances de la soirée, c'est en général, on met 3 chèques en jeu. Il y en a un, c'est pour l'agressivité, l'autre pour le fight of the night et l'autre pour la performance de la soirée. C'est-à-dire que souvent, quand vous faites une soumission ou un KO, vous êtes assujetti à la performance. Quand il y a beaucoup d'agressivité, vous êtes assujetti à ça et fight of the night parce que vous avez fait le plus beau combat de la soirée. Donc, grosso modo, c'était un peu le dilemme avec le RS, c'était de dire, OK, bah, c'est un finish bonus, mais si en plus je finis mon combat, derrière, je peux retoucher une prime de 10 000 euros. Donc, tout le monde signait un peu pour ça. Et aujourd'hui, maintenant, les combattants, ils viennent, ils combattent, ils mettent des KO, et à la fin de l'événement, on leur dit, bah non, les gars, aujourd'hui, pas de bonus. Et tu Et vois, par ça, je trouve. exemple, Mika, le coup de retourné d'Abubakar Yunusov sur sa dernière défense de ceinture, mais tu vois, ça mérite un bonus, voire même deux bonus, j'ai envie de te dire. Limite. Mais même Hugo, pour moi, Guillaume, même si c'est pas archi propre Mhm. techniquement son Ce qu'il high kick fait à contre Vlad, Vlad. mais ça mérite. Ouais. Enfin, c'est un KO sec, il met un high kick.
Enfin, pour moi, il y a plein de performances. L'agressivité du Prigent. Alors après, tu peux dire, ouais, mais c'est un combat en prélim et tout. Mais c'est pas lui qui choisit son Ah non, opposition. prélim ou bas prélim, Bah ouais. t'as le droit Et à un le mec, bonus. il arrive, il est hyper agressif. Il fait le combat, il rentre dedans, il finalise en 1 minute. Delphine Benoît qui met un KO. Ouais. Même si, voilà, après, on n'apprécie pas. Mais ce que je veux dire, ça, c'est éligible à des bonus. Et je trouve que c'est difficile de faire signer à des combattants des contrats et puis derrière de dire, ah non, aujourd'hui, en fait, on considère que personne ne mérite le bonus. Voilà. Mais C'est coup de non, gueule, mais mais je trouve que c'est pas logique. c'est ça parce que là, bah, on a vu qu'il y a eu, on va dire, la disparition du COF, donc forcément, et je pense que même l'Hexagone ou même d'autres organisations, on peut piocher à gauche à droite dans le roster du COF. Mais en fait, dans ce cas-là, si vous décidez d'investir et de signer de nouveaux prospects, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, les anciens, libérez-les, mais ou vous faites un contrat à l'amiable. Parce que même de ce qui est logique là, ce qu'on vient de citer, le fait que c'est revu à la baisse, le fait qu'il y ait plus de bonus, donc en fait à ce moment-là, les anciens contrats ne sont pas respectés. Et donc pourquoi dans ce cas-là ne pas refaire de nouveaux contrats déjà en bonne et due forme, en français, et ne, en gros voilà, je pense qu'il faut trouver un terrain d'entente, mais il ne faut pas que ça aille que d'un seul sens. Et moi en fait, ce qui me rend fou et vraiment, c'est vraiment la chose que je ne m'arrêterai pas de dire, c'est que sans combattants, il n'y a pas d'événement. Tu vois, donc ça reste vraiment nous les combattants, les protagonistes. Et c'est vrai qu'en fait, j'hallucine vraiment quand je vois en fait la manière dont on est traité et que ce soit pour le PFL qui a annulé son événement à 2 3 semaines, sachant que les combattants, bah, ils avaient quasiment bouclé leur training camp. Il n'y a pas eu de dédommagement. Tu vois qu'il y a une carte qui est rebookée 2 3 mois après, mais il y a peut-être allez, une partie de la carte qui était prévue sur Paris qui va être redéplacée sur le TFL Belgique. Le traitement du Ares envers ses athlètes, alors une combattante comme Tekena qui était là depuis le Ares 3, Mika. Tu vois, tu imagines depuis le Ares 3, c'est vraiment une combattante qui a été formée, qui a fait ses débuts pro, qui a fait presque une dizaine de combats à l'Ares. Tu vois on la laisse partir comme ça. C'est fou. Pareil pour Paulin. Pareil pour moi qui est champion des lourds depuis 1 an et qui n'a pas combattu. Et je pense qu'on pourra en citer d'autres combattants. Et c'est vrai que je reprends tes mots. S'il y a des combattants qui ont été victimes d'un... Mais bon après, nous on pourrait en tout cas vous accorder, on va dire, un droit de parole. Mais aujourd'hui, Mika, il y a eu un syndicat qui a été créé. Est-ce que réellement ils vont pouvoir faire quelque chose? Donc voilà, après, on comprend que oui, le MMA, c'est encore, c'est voilà, bon, ça fait maintenant 4 ans que ça a été légalisé. Et moi, à un moment donné, ce que je ne comprends pas, c'est que qu'est-ce que fait la Fédé en fait lorsqu'il y a des Mais situations comme ça? même les managers, comment un manager qui signe un contrat dans des termes qui sont qui rentrent dans le contrat, on modifie les termes plus ou moins, ou du moins on joue avec les termes et il se passe rien. En fait, c'est ça les leviers d'action. Et moi, parce que c'est bien beau de dire la Fédé, mais la Fédé, elle a rien à voir là-dedans. Non, mais Mika, hein, en La fait, Fédé, parce que oui, mais regarde, c'est le pourquoi est-ce que cadre, je dis la Fédé? Pourquoi est-ce que je dis ouais, la mais Fédé? C'est que c'est le demain, cadre moi, fédéral. non, mais en gros, demain, moi, j'ai envie de faire une organisation, que ce soit amateur ou professionnelle, ok? Et je passe par la FMMAF. Je me dois de leur sortir une enveloppe pour pouvoir bah, organiser tout ça. Ok, donc à un moment donné, eux-mêmes, ils sont impliqués dans tout ce qui est organisation, tu vois. Et je trouve que c'est pas normal lorsque des combattants on va dire, ne sont pas respectés, sont queutés, ne sont pas payés, ou même d'autres choses, et que la Fédé n'intervient même pas. Parce qu'à un moment donné, Non, c'est eux qui ont le monopole du MMA, on est d'accord. Donc je pense ouais, qu'ils ont aussi leur part de responsabilité. non, je pense que, il faut qu'il y ait des événements qui fassent jurisprudence et que la Fédé voit ce qu'elle peut le faire. Après, je pense que la réalité, il y a le volet fédéral, donc organisationnel et sanitaire, etc., que la Fédé encadre. Et ensuite, il y a l'aspect contractuel et événementiel. Et là, pour le coup, c'est pas tripartite, c'est bipartite, c'est entre toi et l'organisateur promoteur. Et c'est pour ça que je vois pas trop dans quel, comment dirais-je, contexte la Fédé peut venir. Par contre, peut-être être plus dans la communication, peut-être plus alerter les combattants. Maintenant, moi, je pense vraiment que c'est plus au manager de comment dirais-je, de pousser les coups de gueule. C'est plus au manager comment dirais-je, d'expliquer aux combattants. Et si aujourd'hui, pourquoi on a des managers qui font le silence, je parle de tout le monde hein, en général, et que les combattants ne parlent pas. Les combattants, ils parlent pas parce que c'est leur employeur. Pour beaucoup, c'est leur principale source de revenus, donc ils ont peur. Ils ont peur de se faire jarter, ils ont peur de se faire mettre au placard un peu comme toi.
bizarrement, depuis que tu as parlé, on t'a mis au placard, Ibi. Et Ouais, c'est tu possible, combats ouais. pas, tu gagnes pas d'argent et t'as tout, entre guillemets, tu as tout perdu, même si je mets bien des guillemets. Bien sûr. Et les managers, je pense que c'est un peu pareil. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, bah, moi, je vais prendre et je vais porter parole pour mes combattants, mais derrière, on va favoriser l'autre manager pour placer ses combattants. Et moi, Bah, il y a des conflits aussi et d'intérêts, en Mika, fait, je pense à un moment donné. C'est que par exemple, voilà, je te prends l'exemple de la BTT exactement. et Guillaume Pelletier. Aujourd'hui, je sais que Slam, donc le fonds d'investissement d'Ares, ils ont aussi racheté une part ou bon voilà, c'est pas, je connais pas les détails exacts, mais de la BTT. Aujourd'hui, Alexandra Tekena, elle est managée par Guillaume Pelletier. Ça fait que Guillaume Pelletier, il est aussi en bise avec le Ares, mais il est aussi détenteur de la BTT. Donc ça fait que bah peut-être que lui, je ne sais pas après ce qui se passe dans voilà dans les dans Bah, en off, mais en fait, ça fonctionne comme une holding, donc c'est un peu différent. Mais par contre, je suis d'accord avec toi que la holding en elle-même, elle a des conflits d'intérêts. Ils sont propriétaires du RS qui fait la promotion et en même temps, ils sont propriétaires même de deux boîtes de management, que ce soit le Management Factory ou la BTT. Et effectivement, ça crée des conflits d'intérêts parce qu'on voit bien que Tekenia, qui est bah, sous management de la BTT, est aussi, entre guillemets, employée du ARES. Donc, quand il y a un conflit, bah, en gros, elle est en conflit avec deux de ses employeurs, quoi, quasiment. Donc, c'est vrai que c'est très bizarre, hein, le montage. Même moi, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible, un montage de la sorte, hein. moi, je te jure, pour être très honnête, en plus, je suis resté beaucoup silencieux. Il y a moins d'un mois que j'ai commencé à en parler sur les réseaux. Voilà, il y en a qui disent que c'est une bonne chose, d'autres disent que c'est une mauvaise chose. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça fait un an que j'ai pas combattu, donc que j'avais parlé il y a un an maintenant, je vois que ça a pas fait avancer ma situation. Mais tu vois, j'ai même eu un dégoût en fait de bosser avec les Français, en tout cas avec les acteurs du MMA français, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est rempli de conflits d'intérêts, c'est rempli de, tu vois, il n'y a rien qui avance dans le bon sens. Et même quand tu compares la situation de l'an dernier, par exemple, à la même période et aujourd'hui, ça a quasiment même pas avancé. Et même là, pour le prochain UFC Paris, on va dire les mêmes prospects qui étaient, on va dire, le plus proche de signer à l'UFC, c'est les mêmes qu'il y a aujourd'hui. Tu sais, il n'y a pas eu de réel changement, j'ai Ouais, l'impression, tu vois. ça encore, c'est un autre débat, mais ça rejoint un peu ce qu'on Mm. disait, c'est-à-dire que le MMA français, il connaît pas une grosse évolution et même j'ai l'impression que ça fait entonnoir, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de talent et au final, à force de ne viser que l'UFC ou à force de ne viser que ça, bah malheureusement, on voit bien que la porte, elle est bouchée parce que aujourd'hui, si demain, par exemple, je te dis bah, quels sont les prospects pour l'UFC Paris du mois de septembre, j'ai quasiment les mêmes que l'année dernière à la bouche. Ouais, c'est ça. Quasiment, tu vois. J'ai un Leblon qui, selon moi, est aux portes de l'UFC. J'ai effectivement Axel Sola en cas de victoire qui pourrait être aux portes de l'UFC. J'ai peut-être un Virgil Virgil Hogan, Hogan en ouais. moins de 84. Aboubacar Younousov en 61. Ah, bah, exactement. Peut-être même Damien Lapillus qui a quand même fait des belles performances là en 66, qui revient bien et qui est plus sous le coup de la suspension. Donc, Ah non, sa suspension, elle est encore activée, hein. C'est juste que la dernière fois qu'il a combattu au Brave, parce ouais, que le Brave, ils sont pas affiliés à la FMMAF ou en tout cas, voilà. ok, bah, j'ai rien dit. Mais, Excuse-moi, mais à la FLD, excuse-moi. d'accord. Mais voilà, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que plus ou moins dans les prospects, si on regarde en profondeur, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de gros changements dans le décor, hein. Et ça, c'est aussi lié au fait que le MMA, grosso modo, à un moment donné, on s'en doutait, hein, de toute manière que ça allait un petit peu stagner. Et d'ailleurs, la plus grosse évolution du MMA qu'on connaît, c'est sur le circuit amateur, Ouais. avec l'AEC qui connaît une belle progression, l'AEF, PEF. le PEF qui marche bien, le 100% Fight, j'y étais samedi, c'est incroyable, il y a des gros talents. Donc, c'est un peu les trois orgas qui continuent pareil à faire émerger des champions amateurs. Mais la réalité, c'est que c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on est un petit peu sur... Non, on est clairement en crise, Mika. Bah regarde, de toute manière, hein? On n'est pas en grosse crise non Non, plus. j'ai dit on est un petit peu en crise. Eh, mais ta caméra, elle Ouais. fait que de zoomer, dézoomer et tout. Je sais pas si tu vois. Ouais, en fait, parce que c'est un nouveau PC. Ok. J'ai repris un nouveau, c'est mon taf, ils m'ont refilé un nouveau PC, et du coup, j'ai Ouais, l'impression que ça ajuste. ouais, exactement. Mais ouais, donc non, je suis dit qu'on est un petit peu en crise, mais la réalité, Mika, c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de combattants pour peu d'organisations. Là, maintenant, les organisations professionnelles que tu peux compter en France, elles se comptent sur les doigts de la main.
Et si je te demande de citer le RS, mis à part le RS et l'Hexagone, là, on va dire, il y a eu les débuts de la Super League. Mais même ça, il n'y a pas réellement eu de communication. Il Et n'y a la pas vraiment Super eu. League, c'est le prolongement du COF, on va pas se Voilà, mentir. exactement. Donc voilà, mis à part ces trois organisations-là, et maintenant l'AEC aussi qui propose des combats professionnels. Tu peux m'en citer d'autres? Non, mais après, c'est une bonne chose aussi, quelque part, qu'il n'y ait pas trop d'organisations professionnelles. Tu as le Jingle dans le sud qui organise, tu as le Dynamite qui organise à peu près une ou deux fois dans l'année. Après, je suis d'accord avec Ah, toi, il mais y a le duel, on par a exemple, on a oublié le duel, mais sur le format amateur, son format ils amateur. sont pas mal, Ouais. ils commencent à faire des choses intéressantes. Maintenant, je suis d'accord avec toi que ça va pas casser les orgas que je cite, là, c'est clairement pas des orgas Non, qui mais ont pour but en fait, d'organiser six sept fois dans l'année. regarde, Mika, en gros, tu vois, par exemple, quand on prend l'exemple de l'UFC, ils ont le monopole. Donc, le fait qu'ils ont le monopole et qu'il n'y a pas, il y a clairement pas de concurrence, ils se permettent, on va dire, bah, par exemple, de ne pas augmenter leurs primes, voilà, d'instaurer les règles. Et c'est pas négociable à part lorsqu'ils ont une superstar et que, voilà, ils ont envie d'investir et de la faire monter. En France, mis à part l'Hexagone, et le ARES, et voilà, on va dire les deux orgas majeurs en France, le fait qu'il y ait peut-être plus d'orgas professionnels qui traitent bien ces combattants, bah forcément ça va créer une concurrence, tu vois. Et donc ça va être vraiment où là, lorsqu'un combattant qui aura, je sais pas moi, 5 6 7 combats ou 10 combats va pouvoir peut-être postuler ou qu'un manager va envoyer son nom à plusieurs organisations, il aura peut-être l'embarras du choix. Pourquoi? Parce que l'organisation numéro 1 va lui proposer telle somme, l'organisation numéro 2 va lui proposer telle somme, puis telle mise en avant. Donc forcément, en fait, à ce moment-là, les organisations elles seront pas le choix que de respecter, de bien traiter leur athlète, tu vois. Mais lorsque tu en as une ou deux et qu'en vrai de vrai, c'est soit le choix A, soit le choix B, bah forcément, j'ai l'impression que ça donne bah, ce qui se passe au RS. Après, en Bah termes moi, de. Ouais. je vois les choses un peu différemment dans le sens où beaucoup de Français, quand le MMA s'est légalisé en France, on est tous revenus sur les organisations Made in Mhm. France. Et on a tous voulu recombattre en France, etc. Aujourd'hui, il y a des organisations européennes qui sont très fortes, je pense au KSW, mais il y a l'Octagone, il y a le Cage Warrior. Et je pense que à force de faire des trucs comme on le voit aujourd'hui sur certaines organisations françaises, les combattants vont se rediriger, comme à l'époque, vers le Brave, vers l'Octagone, vers le KSW, vers le Cage Warrior. Et du coup, les combattants qui étaient tous revenus sur le circuit français vont commencer à repartir sur les organisations européennes parce qu'en France, on n'aura pas su les retenir et on n'aura pas su les respecter. Ça, c'est mon analyse, hein. Mhm. Mais je suis pas sûr de ça. Mais je pense que c'est ce qui va se passer et que les organisations comme l'Hexagone et le RS, bah, ça va être des organisations, au final, s'ils respectent pas plus les combattants qui sont aux portes de l'UFC ou aux portes des grosses ligues, plus pour les combattants qui viennent du format amateur et qu'on va faire évoluer ensuite comme un tremplin, Ouais, mais qu'on pas une orga passerelle, quoi. voilà, mais ils n'auront pas pour vocation à être, on va dire, à venir genre challenger le Mhm. KSW ou l'Octagone ou même le Cage Warrior. Je Bah, pense que ça Mika, va juste bah être déjà, des organisations passerelles. on a vu qu'il y a de plus en plus de Français qui ont signé au KSW ces derniers temps. Surtout qu'apparemment, l'ambition du KSW, c'est de venir à deux, trois reprises en France. Donc déjà, ça fait une bonne chose, parce que honnêtement, un combattant qui combat deux à trois fois par an, c'est déjà très très bien. Voilà, il y a de la récurrence. Donc on a vu que ces derniers temps, il y a eu pas mal de Français qui ont signé au KSW, et la vérité, c'est que il n'y a pas mieux qu'un combattant pour faire la promotion de son événement. Et quand tu parles en off avec les combattants, bah, t'en as de plus en plus qui disent, je veux signer au KSW. À l'époque, c'était le RS. Il y a deux trois ans de cela, c'était vraiment le RS qui prenait le monopole. Et t'avais quasiment tous les combattants qui voulaient signer au RS. Et là, la réalité, bah, ce que tu dis, bah, j'ai envie de dire que c'est un peu factuel quand même, parce que là, bah, aujourd'hui, t'as d'autres combattants qui signent au KSW. Alors que le premier choix à l'époque, c'était le RS. Après, ensuite, il y a eu l'Hexagone. Mais l'Hexagone, j'ai l'impression que c'est un petit peu notre politique. Et aujourd'hui, c'est le KSW qui commence à prendre le monopole, alors que c'est une organisation étrangère, tu vois. Donc, je trouve que c'est assez dommage pour l'écosystème du MMA français, parce que pourtant, c'était bien parti. Mais bon, j'ai envie de te dire que là, en tout cas, on arrive à une période. Mais Mais il continue à signer des pépites. Faut pas non plus, tu vois, par exemple, je pense au Ares, Delphine, je pense que c'est une bonne signature. Victor Jean? Modibo Diakité, je pense que c'est quelqu'un qui peut, en son nom et par son personnage et son Mhm. histoire,
drainer beaucoup de personnes autour de lui. Il y a le petit prodige, Il y a Mustapha euh, Diakhaté aussi. exactement. Ouais. Il y a Cambouche, Ouais, le qui est fort, qui Cambouche. a signé au Rest. Il y a, ouais, il y a Prigent. Donc, tu vois, il signe des gars. Mais j'ai Ouais, mais l'impression Mika, qu'on n'est regarde, là, plus, les gars que tu on viens de... n'est plus, exactement, on n'est plus sur les Abdoul On est sur du contre prospect, c'est des combattants. Kalamoussou. On est sur du Exactement. prospect, on est sur des Et ben, combattants qui ont moins de 10 combats et qui exactement. doivent encore prouver, tu vois. Donc Mais là, moins de 3 combats même. tu Moins vois, de 3 4 combats. donc en gros, voilà, c'est vrai, la moyenne c'est ça. Donc ça fait que là, on est vraiment en fait sur une autre dynamique et c'est un petit peu un renouveau. Et c'est pour ça que que je disais, bah, dans ce cas-là, si en fait, bah, la politique c'est de signer les prospects qui ont moins de 5 combats, allez, 5 6 combats au max, et qui justement avec eux peuvent revoir les primes à la baisse, mais dans ce cas-là, investissez sur cette nouvelle génération-là, enfin, sur ces prospects-là, libérez les Ouais, anciens, j'ai on va dire, compris. tu Ouais. vois. Donc voilà, c'est assez dommage. En tout cas, on recevra Tekena d'ici peut-être en troisième partie de cet hebdo. J'ai pas réussi à l'avoir. Mais voilà, Mickey, en tout cas, il n'y a rien à rajouter, mis à part que pour revenir quand même un petit peu sur l'actualité, tu étais au 100% fight hier. Mickey, est-ce que tu peux nous faire un débrief? On avait en main event la ceinture des poids lourds du fer. Mais Mickey, est-ce que tu sais c'était qui le dernier poids lourd champion des contenders? De quoi? Le dernier poids lourd champion des J'ai pas. contenders. Parce que là, hier, il y a eu la ceinture des... Non, je ne sais même pas. C'est là, en fait, maintenant, pas chaque année, mais ils font ce qu'on appelle au Le sein du fer, ouais. 100% Fight des tournois qu'on appelle le fer. Et grosso modo, au départ, t'as, en fonction des T'as un tournoi, mais catégories, sur entre différents... 16, Mhm, ouais, c'est ça, sur deux événements. Et tu as ce qu'on appelle les huitièmes, quarts, finales. Et souvent, tu as les demi et finales lors de l'autre événement. Hier, il y avait les moins de 61 et moins de 120 kilos. Et j'ai oublié les noms, j'ai oublié la feuille en fait là-bas, mais j'ai des gars qui m'ont franchement impressionné par leur niveau. Le seul nom que j'arrive à retenir, c'est assez facile, c'est Bouchen, un petit gars que Nassim il a coaché avec Alfandari. Je l'ai trouvé très très fort. Il a gagné la ceinture des moins de 61 kilos mhm. et franchement il a fait un beau tournoi. Mais de manière générale, je me rends compte de toute manière que le niveau amateur, franchement, fait que aujourd'hui, on voit bien que même en amateur, on a des gars qui savent tout faire Ouais. et qui sont même en termes de coachabilité, qui écoutent les consignes et qui reproduisent. Et ça, c'est ultra intéressant. Bah, Donc, ça laisse présager des bonnes choses. Et même le gala en lui-même, Hatch, il a vraiment investi dans l'événement. Et aujourd'hui, les entrées, etc font qu'on retrouve un peu les vraies conditions de combat qu'on peut retrouver sur les formats professionnels. Mika, regarde à la différence du circuit pro. C'est que les circuits amateurs, déjà, je pense qu'on peut citer plus d'événements amateurs que d'événements pro. T'as le 100% fight, t'as le PEF, t'as le duel, t'as le MTGP L'AEC. Striker, t'as AEC. l'AEC, et l'AEC qui font aussi du pro. Euh, Ouais, j'ai t'as quoi oublié en d'autre? plus le Muay Thai Striker. Je Tu l'avais vois, oublié, t'as mais le MTGP tout le Striker, monde en parle, hein. De plus en plus, d'ailleurs, il y a un événement bientôt. le 28 juin, ouais. T'as le MTGP Striker, t'as les formats, on va dire, fédéraux, le MMA League, t'as le Coliseum. Maintenant, ils sont déjà à leur troisième ou quatrième événement. Euh, Déjà, là, j'en ai cité 7 ou 8. Déjà, tu vois, donc c'est pas mal. Donc, t'as de plus en plus de combattants. T'as les combattants amateurs, bah, forcément, qui passent en pro, donc qui veulent aussi faire leurs preuves, leurs premiers pas sur des circuits sur le territoire français, ce qui est tout à fait normal. Et en fait, ça fait que bon, t'as plus d'amateurs qui passent en pro, donc forcément, il va falloir qu'ils trouvent, qu'ils trouvent l'événement dans lequel ils vont signer. Donc en fait, il y a de plus en plus de combattants. Et c'est pour ça que je trouve peut-être dommage qu'il n'y a pas assez, on va dire, d'événements français, peut-être, bah, pour pouvoir en fait faire de la place pour tout le monde. Parce que les amateurs, il y en a de plus en plus. Mais il y a ce qu'il faut, en tout cas, pour les amateurs, pour combattre chaque semaine. Et regarde la différence. Forcément, c'est des combattants amateurs. Donc il n'y a pas cette exclusivité-là, mais ceux qui ont combattu au Coliseum, je pense à Bilal Larmat, d'ailleurs un jeune à surveiller, il a hier Et combattu je l'ai au vu, il a 100% fight. combattu hier. C'est exactement ça, tu vois, et la semaine dernière, il était au Coliseum. Donc voilà, donc ça leur permet en tout cas d'évoluer, de prendre vraiment de l'expérience et de faire leurs armes. Et c'est pour cela que je pense qu'en ce moment, le MMA français, ouais, enfin le MMA amateur français, il brille plus que le MMA, en tout cas, il se développe mieux que le MMA professionnel, quoi.
Non, mais je suis assez d'accord avec toi hein, sur l'ensemble de ce que tu dis. De toute manière, j'ai les mêmes constats. Et d'ailleurs, hier, on a eu l'Hexagone. Il faut on en dise un petit mot quand même, l'Hexagone Bah, à Reims. je t'avoue que c'est en fait c'est passé en fait je pense que c'est passé assez rapidement parce que là quand j'ai vu l'annonce entre la ceinture featherweight entre Dizzy et CDB et en fait ouais c'était hier c'est vrai que j'étais bah, après je crois que j'étais à un autre événement moi hier bah je suis en ouf j'étais à l'AEC à Liège donc c'est pour ça que j'ai pas pu suivre mais si tu peux nous en parler Mika hein. Ouais, je vais en parler. Bah, écoute, moi, j'ai regardé avec attention, notamment le main event qui opposait Anthony Dizzy et Sidibé Benzé, qu'on connaît bien, parce que les deux sont entraînés avec nous. Bah, Dizzy qui gagne son combat et félicitations à lui en 5x5 décision. Il gagne les 4 premiers rounds, il perd le dernier round. Sidibé revient bien dans le 5e round. Ensuite, je vais tirer mon chapeau à Zakaria Hamou qui continue son ascension avec une victoire assez facile, entre guillemets assez facile, une victoire maîtrisée, en tout cas un combat maîtrisé contre Hudson Melo, qui a ramené un côté bagarre et un côté brouillon, mais il a su gérer Zakaria. Je pense que ça a été son combat le plus dur, en tout cas le plus âpre, mais il a su tirer son épingle du jeu. Ensuite, on a Odena qui a battu Lévi Cariel aussi, qui a fait un beau combat à la décision, qui a su être un peu plus intelligent et qui a réussi à s'imposer. Il y a Léopold Goy qui a fait un bête de combat. Vraiment, lui, il a fait un beau combat et derrière, il a pris le micro pour dire qu'il voulait le vainqueur de Michael Adjarouche contre. La Tu sais, revanche il avec doit le combattre Brésilien là. contre. Ouais, c'est ça. Michael Adjarouche, il doit combattre suite à son no contest, enfin à sa défaite qui s'est transformée en no contest, il va avoir une revanche. Et Léopold Goy, il a demandé la revanche. Donc ça, c'est un combat qui me hype parce que je trouve que Léopold, franchement, il Ouais, progresse. il avait on a reconnu un peu une période un petit peu dure avec le RS, mais c'est vrai que depuis qu'il a l'Hexagone, je crois qu'il est quasiment que sur du vert, avec des beaux finishes. En tout cas, Ouais, il a trouvé vraiment la plateforme pour s'exprimer. Mais et il a pris le temps. Ensuite, il y a Alexis Fontes qui a gagné. Et Greg MMA, Bouchlagam, qui a gagné aussi assez facilement son combat de manière expéditive. Donc, bah, j'imagine que le public était satisfait. L'événement avait l'air d'être plein. Maintenant, moi, je parle en fonction des images TV mhm, que j'ai vues. Donc, comme je le dis, je pense qu'en termes de billetterie, etc., l'Hexagone trouve son public. mhm. Maintenant, c'est toujours dommage. J'ai ce sentiment, maintenant, je me trompe peut-être, mais qu'ils n'arrivent pas à créer quelque chose autour des événements qu'ils organisent. Ouais, forcément, on verra ça avec le temps. On va leur laisser un petit peu de temps. Mais c'est vrai que bah, ça prend un petit peu de temps peut-être de créer un roster, de créer un storytelling. Mais c'est vrai que c'est en tout cas la chose qu'on reproche en tout cas à l'Hexagone. Et bien sûr, on sait aussi reconnaître que bah, ils ont glow up comme on dit hein, depuis un bon petit moment et qu'il y en a même qui parlent de l'organisation numéro 1 en parlant Ouais, de l'Hexagone. clairement. Donc Moi, je suis assez d'accord pour dire qu'aujourd'hui, ça se dispute, hein. Franchement, je comprends. ouais, les Je arguments comprends ils tiennent debout quoi. Et et ça s'argumente, ouais. ouais, moi, bah, Mika, comme j'ai dit, j'étais à l'AEC 14 et très sincèrement, il y a eu des très très bons combats. Et tu te rappelles lorsqu'on avait commenté l'événement à Charleroi, Apollo 3, on avait eu Mavzar qui avait combattu sur la carte. Ouais. C'était son premier combat pro, ou peut-être son deuxième combat professionnel. Ouais, deuxième, je crois, hein. Tu vois, et il était Deuxième, ouais. tombé sur un Italien à un moment donné, tu sais, il était sur le Ouais, papier, ouais, ouais, techniquement, ouais. physiquement, il était au-dessus. À un moment donné, tu sais, il tente un takedown, il se mange un sprawl, et t'as la hanche du gars qui tape sur sa tête et Ouais, il qui a prend un failli le down, mettre KO. exactement. Et en fait, hier, je te Ouais. jure que j'ai même ressenti quasiment le même combat. En fait, il devait prendre un gars vaincu qui s'appelait Shana Vazov. Finalement, il a pris un Brésilien en short notice qui avait ouais, peut-être presque le double de son expérience. Et le gars, vu qu'il a été prévu en short notice, il est avec 3 kilos de plus. Donc, Mavzar, lui, il se présente à 61 kilos. Donc, du coup, on va dire le combat, il se fait en 66. Donc, tu vois que physiquement, le mec, il est affûté. Et franchement, au moment où il rentre dans la cage, c'est ce que j'ai remarqué. Je me suis dit, attends, un mec qui arrive en short notice, mais qui est aussi affûté, je pense qu'il était, tu vois, il était peut-être déjà en training camp. Et je te jure, j'ai eu une frayeur. En fait, vraiment, le mec, il a failli gâcher la fête. Il y a eu plusieurs downs lorsqu'il touchait tu vois qu'il y avait vraiment une différence de puissance. Et même Poids, ouais. ouais, même lorsque Movzar il l'emmenait au sol, le mec, il explosait, il,
à certains moments, il renversait, il se retrouvait en montée. Et au final, deuxième round, Mozart, il réussit à le soumettre. Mais franchement, il a à peine 5-0. Il a fait quasiment un sans faute aux IMAF. Il a pris le titre aux Europes. Il a fait troisième ou deuxième au monde. Et là, c'était son cinquième combat professionnel. Franchement, je pense il a l'avenir. Et il y avait aussi un jeune que moi, j'ai découvert hier. C'était comment il s'appelle? Alvida Suyev. Donc Ouais, il est lui, fort, lui, hein. franchement, Je l'ai Mika, commenté la ouais, dernière fois, il est très fort, lui, hein. vraiment, il est fort. Je te jure, il est Ouais, athlétique, il est explosif. ouais. Et tu vois, en fait, quand je regardais aussi dans les combats amateurs qu'il a fait, il a battu Jordan Zebo, Patrick Abirora, qui aujourd'hui qui ont une très très belle lancée chez les professionnels. Lui maintenant, il a entamé hier son cinquième combat pro. Franchement, Mika, même physiquement, il me rappelle un petit peu Ramzat Chimaev. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Si, je vois, non, non, Grande mais de je vois, taille, il est explosif. grand, non, il est fort. Ouais, Et lui, il m'avait impressionné, je l'avais commenté, en fait, lors du dernier événement, il avait combattu le même soir que ouais, Movzar aussi. Et d'ailleurs, c'était aussi à l'AEC, et franchement, solide, très ouais. solide. Et chez les amateurs, il y avait l'homme Touré, lui qui défendait sa ceinture. Lui, je l'avais commenté à la UFC4, donc ça fait au moins peut-être ouais, un bon 2 ans et demi. Et franchement, j'avais vraiment apprécié son style. Je trouve que c'est un combattant qui a vraiment du cardio, qui sait mixer les disciplines. Et hier, franchement, il a eu une coachabilité de ouf. Car il était dans son coin, bah, on entendait vraiment bien les consignes et il les appliquait à la lettre. Même s'il y a eu des petits moments de frayeur, il appliquait vraiment les consignes à la lettre. Très posé, je trouve qu'il a vraiment une bonne maturité pour son jeune expérience, parce qu'il a maintenant un peu moins d'une dizaine de combats amateurs. Et lui, il évolue quasiment en fait que sur les galas privés, tu vois. Et Ouais, il franchement, fait le circuit événementiel, pas fédéral. exactement, ouais. Et donc franchement, on va dire que c'est les noms qui Et m'ont. le main event, je sais pas s'il a combattu Abaef. Si, si, il y a eu Ramzat Abaev, lui, franchement, pareil, il est jeune, il a moins de 10 combats, c'est son cinquième combat, 84 kilos, il a un physique très très impressionnant et le gars, il a pas fait long feu. Après, voilà, les gars, ils sont dans une construction de carrière, donc l'opposition qu'il leur est mis en face, elle n'est pas non plus exceptionnelle, mais tu vois que de par leur performance, ils abrègent rapidement le combat, donc ils montrent qu'ils sont clairement au-dessus et que voilà, ils veulent passer assez rapidement au suivant. Il lui a fait une destruction en fait de frappe au corps. En plus, tu sais, il est trapu, il a un bon centre de gravité, un centre de gravité assez bas. Il est très, tu sais, très physique. Ah ouais, non, mais Il je l'a vois, détruit, ouais. Il l'a détruit au corps. je l'ai déjà vu et j'ai eu l'occasion même de tourner avec lui quand j'ai préparé le combat contre Amine. Et je le trouvais vraiment bon, bonne forme de corps et surtout intelligent dans sa manière de tourner. Donc c'est pour ça que je voulais savoir Mais ouais, ce ouais, qu'il avait. il y a eu des beaux combats. Il y a eu le jeune Errol Clore, tu sais, avec une coupe afro, qui a affronté Adam Shabdaev. Bon, c'est vrai que le combat, franchement, il était assez disputé après. Vraiment, en tout cas, je donnais la victoire à Errol. Ben, finalement, j'étais un petit peu surpris de la décision. Parce qu'ils l'ont donné perdant. Et en tout cas, ce que je remarquais, c'est que les combats amateurs, tu sais, vraiment, Mika, tu vois un niveau technique et une maturité de combat chez les athlètes, c'est impressionnant. Tu sais, ils boxent comme des professionnels, ils sont vraiment posés dans leur gestuelle, dans leur frappe, dans leur précision, dans leur déplacement et dans leur choix aussi. Et non, je trouve que franchement, le MMA amateur, tu sais, c'est en pleine expansion, hein. Écoute, ouais, c'est à suivre, à faire à suivre. Ce qu'on peut dire peut-être aussi, c'est un petit mot sur l'UFC d'hier. On avait notamment la ceinture féminine entre Juliana Peña qui a affronté Quel l'américaine Kayla Harrison. Harrison. Et bah, c'est une caté qui est intéressante à regarder puisqu'on a Nora Cornell qui est dans cette catégorie et qui est 12e actuellement. Donc potentiellement, si elle continue à marquer 2, 3, voire ça peut aller vite chez les féminines, bah voilà, voilà ce qui l'attend. Euh, et Harrison, Kayla Harrison, bah, j'ai quand même le sentiment que j'ai rarement vu ça. Mhm. Même Amanda Nunes me donnait pas ce sentiment de puissance. Ouais, Euh, j'ai j'ai l'impression que aucune fille peut la bouger et je paierais cher pour l'avoir contre Nunes. Apparemment, c'est ce qui va se faire. Donc, c'est un ouais. combat que j'ai envie de voir et j'ai hâte de le voir. Maintenant, à voir si Nunes va réussir à revenir à son niveau d'antan. Mais Harrison, c'est solide. Je sais même pas comment elle arrive à faire le poids, cette fille. Ouais, c'est Sincèrement, fou, hein. je sais même pas comment elle peut faire le poids. Physiquement, c'est monstrueux. Et en plus, pour rappeler son background, c'est une judoka. Elle a eu 2 médailles olympiques. Euh,
elle était connue au PFL, elle était à l'époque, tu sais, à l'Invicta aussi. C'était une organisation qui était où il y avait que des femmes. Et c'est vrai qu'elle est physiquement c'est monstrueux. Et en plus même son grappling, elle a vraiment un grappling basique que tu vois, on va dire que tu vois rarement. Des positions, des positions en crucifix, des coups, des frappes depuis le grand endpoint. Elle le faisait beaucoup au PFL et pareil, hier, une Kimura qu'elle met à Julien Peña. Et a priori, ouais, je pense que si Amanda Nunes elle était sur place et qu'elle est rentrée dans la cage, c'est qu'il y aura un affrontement entre les deux. En tout cas, moi, c'est un combat qui reste intéressant. Amanda Nunes, c'est celle qui a le plus performé, comme ils disent, l'une des GOAT de la catégorie. Avec Shevchenko, de toute manière, chez les Mhm. femmes, hein, je parle même si c'est pas la même caté. En général, quand on demande des GOAT chez les féminines, il y a Nunes qui revient, Shevchenko et Zhang. C'est vraiment Ouais. pour moi les filles qui reviennent le plus quand on parle de GOAT à l'UFC, c'est Zhang Weili, Valentina Shevchenko et Nunes. Et là, j'ai l'impression quand même que Harrison arrive tout droit pour devenir à son tour une fille qui va rentrer dans le Hall of Fame de l'UFC. Et après, en main event, on avait la revanche entre Merab et Sean O'Malley. Et moi, j'avais fait la preview. Et, pour être très honnête, voilà, j'attendais pas vraiment de réels changements. Tu sais, déjà, on sait qu'il a eu un petit peu le Dana White privilège avec Sean O'Malley. Après, voilà, je vais pas le dénigrer non plus. Il fait le show, il est vendeur, il a un très très bon coup d'œil, un très très beau bras arrière. Tu sais, je me rappelle de la scène mythique lorsqu'il met le KO au TUF, au Dana White Contender Series et que t'as Snoop Dogg qui commente. Donc, tu sais, c'est une vidéo qui a été vraiment virale. Donc non, il a sa place en tout cas à l'UFC, mais maintenant, pour être très honnête, c'est un combattant que j'ai toujours trouvé très unidimensionnel. Et malgré que les 8 mois, on va dire, qui se sont écoulés entre le premier affrontement et la revanche hier, même s'il a dit qu'il s'était coupé des jeux vidéo, qu'il avait arrêté la fumette, qu'il avait arrêté ceci, cela, tu sais, à un moment donné, pour moi, il y a des choses qui ne se rattrapent pas, et c'est les années de lutte d'un champion comme Merab, d'un cardio qu'il a, de la manière dont il arrive à mixer les disciplines. Donc voilà, pour être très honnête, j'étais pas vraiment surpris de... Oui, il s'est passé quelque chose d'important, c'est que Merab, il a recombattu lui. Et Ouais. il a pris l'un des plus gros, peut-être l'homme le plus dur de la catégorie en affrontant Oumar, qui a été peut-être le combat le plus difficile des dernières années de Merab. Même si tu regardes le combat aujourd'hui, franchement, c'est hyper serré, la décision. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais Oumar, en plus, il disait il s'était cassé la main. Ouais. Et c'est ce qui fait que peut-être c'est un fait de combat qui a peut-être Ouais. changé aussi le cours du combat contre Merab. Mais en tout cas, Merab a réussi à revenir après avoir perdu 2 rounds. Donc, enfin, clairement, on savait que Merab avait progressé. Et au Malais, c'était que des suppositions. C'est-à-dire que, bah, on s'est dit, il va apprendre de ses erreurs, il va progresser. Et la réalité, c'est que bah, tu rattrapes pas une préparation et une défense de titre. Et on l'a vu, en fait. On a vu peut-être un Sean O'Malley, même, je veux bien croire qu'il était meilleur que lors de la première opposition. Mais la réalité, c'est que Merab aussi était largement au-dessus. Et comme tu l'as dit, le problème de la lutte, c'est que tu peux la travailler, tu peux défendre la lutte, mais tu rattrapes pas 25 années de lutte en 8 mois, sachant en plus qu'il s'est fait opérer. Donc, ouais, trop dur, step trop pour O'Malley et Merab qui est un grand champion. Et aujourd'hui, je pense que Merab, ça va faire un peu le problème qu'on a eu dans la catégorie à 66 entre Et Holloway Volkanovski? et Volkanovski pendant longtemps, avant l'arrivée de Topuria. Je pense que ces deux-là vont, enfin, je pense de Oumar et Merab Dvalishvili, on est parti pour au moins avoir 3 oppositions entre eux parce que je vois personne réussir à les dessouder pour l'instant. Bah après ça, Très oui, solide. après ça va. Bah, déjà, apparemment, ça va être Cory Sandhagen le prochain. T'as aussi, comment il s'appelle, Ouais, mais Petroyan qui a réagi. Je non, trouve mais qu'il y je a suis encore des, d'accord, il y a hein. encore des beaux matchs à faire. D'ailleurs, je pense que je croyais qu'Oumar, il allait affronter Petroyan. Je me souviens plus. Il s'était dit pourquoi pas le faire je me souviens plus trop où. Mais même Sandhagen, tu vois, j'ai pas de souci à mettre Sandhagen contre Merab. Mais la réalité, c'est que Sandhagen, il s'était fait ultra dominer contre Oumar. Mhm. Donc, Hmm, un petit peu dubitatif. en tout Quel cas, il combat s'était fait. il m'avait laissé sur Non, ma faim en tout cas.
exactement, je trouve que c'est difficile hein, de dire quand je dis ultra dominé, j'exagère un peu, mais je vois pas Sandhagen réussir à faire douter Vraiment. Merab. La dernière chose ce dont je voulais parler, les deux dernières choses, la semaine prochaine, on a un Français qui revient à l'UFC, discret comme d'habitude, Marcy, Oumar, ouais, Oumar Sy, très discret, 11-0 en carrière. C'est quelqu'un qui avance entre guillemets petit à petit. Avant d'arriver à l'UFC, c'est quand même quelqu'un qui a évolué au KSW, 3 combats, 3 victoires. À l'UFC, c'est 2 combats, 2 victoires. C'est clairement l'un de nos plus gros prospects. Je pense que en cas de victoire, ouais, même plus que il va prospect, j'ai envie arriver de te dans le dire top aujourd'hui, 15 hein. de l'UFC. Non, quand je dis prospect, c'est prospect de l'UFC, Ouais, de attention, l'UFC, hein, ouais. Mhm. c'est un c'est un combattant confirmé, il fait partie Ouais. de l'élite française, mais est-ce que c'est même le numéro un chez les moins de 93 kilos, et de loin, mais en cas de victoire, voilà, je pense qu'il peut rentrer dans le top 15 de l'UFC parce que il affronte un gars qui est classé, justement. Qui est classé 12e, ouais. Oumar, comme je le dis, c'est, c'est quelqu'un qui est discret, qui parle pas beaucoup, mais qui travaille beaucoup. Donc, normalement, et je dis bien normalement parce qu'on n'est jamais à l'abri, mais on devrait avoir un Oumar 2.0 avec un Oumar qui va proposer des nouvelles choses dans son jeu. Donc, soyez au rendez-vous, soyez prêts, c'est la semaine prochaine. Il combattra Alonso Alonso Menfield. Menifield lors du Fight Night. C'est juste Et pour rappeler, Mika, c'est un combat qui devait avoir lieu le 22 mars. Après, il y a eu une blessure d'Oumar. Pendant son camp d'entraînement, il était à l'American Top Team, donc il est revenu en France. Et là, il a repris son vol vers l'American Top Team. Donc c'est vrai que je te rejoins, comme tu dis que c'est un boxeur qu'il est discret. Il est sorti de sa zone de confort et très clairement, ça fait maintenant plusieurs mois qu'il travaille à l'American Top Team. On l'avait reçu après l'UFC Paris. Il nous avait expliqué au moins sa vision du MMA, la différence qu'il trouve en tout cas entre les entraînements en France et à l'American Top Team avec le gratin mondial. D'ailleurs, la vidéo elle est toujours disponible sur la chaîne, ceux qui veulent aller la voir ouais, ou la ceux qui ne le revoir. connaissent pas, vous pouvez revoir l'interview. Il était venu sur le plateau. Et voilà, vous allez le découvrir. Et effectivement, je suis assez d'accord avec toi, c'est l'un des seuls Français actuellement qui performe, qui continue à aller s'entraîner aux États-Unis. La plupart font le choix désormais de rester en France et lui, il part aller aux États-Unis et il argumentait, en tout cas, si vous allez voir le podcast, vous allez voir, il argumente en disant qu'il y a plus de sparring, que c'est plus professionnel et plus cadré. Et même le niveau il est différent. Bah, tu vois, Mika, une petite parenthèse, après on boucle le podcast. Tu vois, par exemple, Omar Sy, lui qui a décidé d'aller à l'American Top Team, bah, t'as l'impression que même en France, même en termes de grosse structure, bah, que t'en comptes sur les doigts d'une main. Et encore, tu vois. Ouais, 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 de toute manière, en tout cas sur la place parisienne, on voit que en réalité, il y a des mercatos, mais les mercatos, c'est toujours dans les mêmes structures, tu vois. T'as, grosso modo, T'as l'US aujourd'hui, Métro, ouais, et puis aujourd'hui, celui qui a vraiment le vent en poupe, en tout cas, c'est Nicolas Nicolas Hoth Haute, et ouais. qui récupère pas mal de combattants, notamment avec Les les derniers Youssef, arrivants, les frères Younsef. ouais, clairement. Et peut-être dernière chose, revenir sur qui on verrait comme Français, sans entrer trop dans les détails, à l'UFC Paris en septembre. Mika, t'es pas chaud, on fait ça pour la semaine prochaine? Allez, vas-y, on fait ça pour la semaine Vas-y, j'ai prochaine. coupé, sinon on va m'insulter. Vas-y, c'est beau, c'est beau. Vas-y les gars, je rappelle en deuxième partie les fondateurs des duels. Mais Mika, écoute, on se retrouvera la semaine prochaine. N'hésitez pas à poser vos questions, on en sélectionnera quelques-unes pour y répondre et à très vite. Puis par Ciao. revoir. Et donc ça fait un petit moment que je vous tease Duel, l'organisation qui a su innover un timer monétaire, c'est ce qui a fait beaucoup parler. Donc aujourd'hui je suis avec Charles, le fondateur, et Thomas, le cofondateur, donc je vais vous laisser vous présenter. Alors Charles Navillot, ancien membre de l'équipe de France de ski de boss et maintenant président de l'organisation de MMA amateur Duel Fighting. Et Thomas aussi. Et donc Thomas, alias Genepix sur les réseaux, un peu plus spécialisé en informatique, directeur général de la ligue Duel Fighting, et donc associé de mon ami Charles, Ok, donc c'est toi un peu comment on appelle ça là? le geek de la team, C'est on peut le exactement dire comme ça. ça. Donc moi, ma première question, pour vraiment
effacer tous les doutes, dans quelle région se trouve Chambéry? Tom, je te laisse répondre. Alors, il me semble que Chambéry, c'est en Savoie, en Ah, il me semble. Auvergne-Rhône-Alpes. Donc t'es même pas sûr. Au final, tu t'es pas tant planté que ça. Hein. C'est, bah, ça Non, va, non, c'est vous en êtes Auvergne-Rhône-Alpes. sud-est, ça va, on l'a pas mal pris en Ouais. tout cas, mais c'est vrai que nous, on est concentré sur Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la plus grosse région, et on est plutôt sur Savoie, Haute-Savoie. Voilà. Ouais, parce En qu'on gros, a- entre Genève, Lyon, Grenoble, Albertville, Annecy. On en avait voulu lorsque j'avais un peu. Je m'étais trompé sur la géographie. Donc là, la prochaine édition, c'est le 14 juin à Chambéry. On va quand même faire un petit passif sur toutes les éditions qui se sont passées. Et moi, j'étais tombé sur une vidéo en fait il y a quelques temps. Et Thomas, c'était toi, je pense, qui présentait. Donc c'était un matchmaking sous forme d'IA. Mm. C'est bien ça? Est-ce que tu peux un petit peu revenir sur ce concept et comment est-ce que ça vous est venu à l'idée? Ouais, en fait, je pense que la grosse Pardon, je te le refais. La grosse particularité qu'on a à Ouais. Duel, c'est que la plupart de nos collaborateurs, c'est des intelligences artificielles. Et on essaie vraiment d'orienter là-dessus. Et c'est vrai que le tout premier outil qu'on a fait quand on a commencé Duel, c'est un outil d'IA qui nous accompagnait dans le matchmaking, c'est-à-dire un système qui allait récupérer les statistiques des combattants et qui optimisait des oppositions avec des styles de fight différents. Et disons que ça a permis à Charles, hein, qui s'occupe en très grande partie du matchmaking, d'être accompagné par un outil comme ça, quoi. Voilà. Ouais. En fait, Duel 1, la base de Duel 1, c'était un tournoi Mhm. outsider versus tête de série, donc à la Rocky Balboa versus Apollo Creed. Ok. Donc on avait quand même défini 24 fighters pour 12 Ok. combats. C'est les clubs qui nous avaient proposé dans chaque club un outsider et une tête de série. Et ensuite, à partir de cette base de 24 combattants, on lui a donné les infos dans le custom que Tom a créé. Et ils nous ont proposé toutes les oppositions. Et en fait, le premier tour du tournoi a clairement été proposé. Après, nous, on a refait une passe dessus, Forcément, vérifié ouais. que les gars s'étaient pas déjà affrontés et tout, que ce Mhm. soit cohérent. Mais il avait suivi à la lettre le prompt et il nous a finalisé clairement la première carte de duel, hein, quoi. Ok, et du coup, les cartes qui ont suivi, c'était aussi le même. Après, Ouais, vu que principe. c'était un tournoi, du coup, on a fait ça, c'était pour les quarts de finale. Donc, duel 2, c'était demi-finale et finale. Il y a des gars qui ont combattu 2 fois le même Ok. soir. Ça, c'était sympa aussi d'un point de vue sportif. Mais non, la suite, on l'a utilisé un petit peu, mais pas pour aboutir à la carte complète. Ok, et donc il y a aussi une chose qui a beaucoup fait parler, c'est le timer monétaire. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus aussi? Ouais, complètement. Alors, c'est vrai que le timer monétaire, à la base, c'est une idée de Tom, hein. On avait commencé à développer un logiciel au tout début Mhm. juste pour synchroniser ce qui se passe avec les officiels et ce qui se passe en régie télé. Parce que souvent, il y a des petits décalages entre le vrai chrono de l'officiel et la télé. Parfois, on voit qu'il reste 5 secondes et puis en fait, Ouais. le combat est terminé. Et du coup, ça fausse un petit peu le suivi du combat pour les téléspectateurs. Donc, on a créé ce logiciel de synchronisation. Et Tom, tu as eu l'idée, tu peux nous expliquer Ouais, en fait, bon, il y avait cette idée de bonus, et puis en fait, on s'est rendu compte qu'on avait du coup la possibilité d'intégrer un compteur d'argent qui décrémente en même temps. Et c'est vrai qu'on s'est dit que pour la partie spectacle, ça pouvait être super intéressant, et aussi forcément pour les combattants amateurs, ça pouvait permettre de mettre en place une solution supplémentaire pour augmenter le bonus, quoi. Ouais. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est de l'amateur. Et justement, on me pose souvent la question, on me dit amateur, t'as pas le droit d'être rémunéré. Là, on est clairement sur du bonus et c'est du sponsoring en fait. C'est vraiment un bonus. Tout le monde touche un bonus chez Duel. Il y a du défraiement pour les combattants. Mais l'idée, c'est quand même d'aider les jeunes amateurs parce que c'est compliqué déjà de venir jusqu'en Savoie Ouais. quand ils trouvent sur la carte. Et puis, c'est vrai que voilà, on est un petit peu loin de Paris. Donc, tout de suite, quand tu veux des bons combattants, il faut les faire venir du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Et ça fait vite des frais pour eux. Donc voilà, on prend en charge ça, plus ce bonus du timer monétaire qui est stimulant, quoi. Et forcément, on est en 2025, le MMA ça évolue, hein, que ce soit chez les pros ou chez les amateurs, ben forcément, il y a de l'investissement, donc c'est aussi normal. Parce que c'est vrai que j'entends. On a eu beaucoup de débats là-dessus, hein, sur le fait que est-ce que les amateurs doivent être rémunérés ou non, mais bon, voilà, faut juste pas que le marché se dérègle. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on entendait quand même des sommes assez exorbitantes. Mais en tout cas, non, c'est un bon concept. Et vous avez eu un retour des combattants, voir si ça les motivait un petit peu plus pour finir le combat? Ouais, on a eu un retour des coachs, des combattants, et c'est vrai que ça a augmenté l'intensité.
Après, c'est vrai que tout le monde n'avait pas compris le système du timer. C'est vrai que c'est très progressif. Là, pour Duel 3, ça allait de 300 € à 100 € minimum. 100 € sécurisés en cas de victoire. Donc en fait, ça décompte lentement. Ça va pas changer non plus d'un point de vue stratosphérique le bonus. Ça a augmenté l'intensité, mais il n'y avait pas une recherche absolue d'un finish à 10 secondes, quoi. Ok. Donc non, c'était... Honnêtement, tu as commenté l'événement, Ouais. je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des super combats et des belles intensités. Ouais, non, le Duel 3, c'est vrai que moi j'avais apprécié parce qu'en fait, au fur et à mesure, et même on en parlait avec Alex Xavier, bah, on voyait que, en fait, au fur et à mesure de la carte, le niveau il montait. Et donc, on a trouvé que c'était vraiment, en tout cas, bien placé et que, bah, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des combats, le niveau il augmentait en termes déjà de niveau technique et même d'intensité. Donc, on avait vraiment passé une belle soirée, on avait apprécié. Et donc, là, pour la quatrième édition qui aura lieu le 14 juin à Chambéry, mis à part le fait que ça va être diffusé sur la chaîne, il y a une nouveauté, donc vous allez nous le dire en exclusivité. Exactement. Qui est-ce qui commence? Allez, je peux attaquer. Allez, go. En fait, il y a un modèle économique qui nous plaisait beaucoup. On est assez axé gaming, Tom encore plus que moi, beaucoup plus que moi, mais c'est le modèle économique de Twitch. Sur Twitch, les gamers peuvent être soutenus par leur communauté et recevoir des dons et des subs en fait. Ouais. Donc en fait, les gamers sont rémunérés par leur communauté. Et on s'est dit que ce serait intéressant de l'appliquer pour le sport de combat, pour le MMA. Seulement, sur Twitch, on peut soutenir la chaîne en fait. C'est la chaîne qui reçoit un sub, etc. Et donc là, on a développé une appli qui s'appelle la Fight Zone. Donc la grande nouveauté, c'est ça, c'est la Fight Zone. Et avec la Fight Zone, les téléspectateurs et tout le public et les communautés des combattants et même nos sponsors vont pouvoir soutenir les jeunes combattants en leur faisant des dons. Soit avant combat, soit au cours du combat, soit après le combat. Ok. Et grâce à ça, des amateurs vont pouvoir se retrouver, des amateurs qui ont beaucoup de followers, vont pouvoir se retrouver avec des bonus de 500, 1000, 1500, 5000 €. Donc c'est vrai que ça peut dérégler, parce que le jour où un amateur reçoit 5000 € de sa commu et du public et tout, ça envoie. Mais grâce à ça, on pourra tracter du pro aussi très certainement. Donc nous, c'est pas les subs chez nous, ça va s'appeler les Fight Gift. Et ce sera donc opérationnel, c'est déjà opérationnel pour le 14 juin à Chambéry. Est-ce qu'il y a moyen de faire passer on va dire un exemple à l'écran là pendant qu'on... Ouais, bien sûr. comme ça, En pour fait, ceux on peut qui même écoutent, montrer à la caméra. Ouais, pour ceux qui écoutent, je le ferai afficher à l'écran. Pour ceux qui écoutent, Ouais. pensez à avoir les yeux sur votre écran. Mais en tout cas, c'est vraiment innovant. Ça va pas dérégler le marché parce que ça reste quand même, on va dire, des supporters. Non, t'inquiète pas, je le montrerai à l'écran. T'intégreras, ouais. on va Xavier, t'envoyer. ça. Ok, donc ouais, ça a été bien réfléchi. Et, comment est-ce que ça va apparaître à l'écran? Ça veut dire que pendant que, en gros, l'événement sera diffusé, ça va apparaître comme tu l'as dit pour comparer comme Twitch. Donc il y aura un petit onglet à l'écran qui montrera qu'il y a eu tel don de tel spectateur, par exemple. En C'est ça? fait, plus le don est important et plus l'animation à l'écran sera importante. Donc ça, c'est vraiment inspiré de l'esprit Ok, Twitch. ouais. Et ce qui est cool avec ça, c'est que en fait, on est tous dans le même bateau avec les combattants et l'organisation. Les combattants ont tout intérêt à tracter leur communauté vers l'événement, que ce soit sur le live YouTube, donc sur ta chaîne, ou que ce soit dans le public. Parce que voilà, plus il y a de monde, plus il y a de la commu derrière, et plus la probabilité qu'il y ait des dons, elle est forte, en fait. Donc voilà, c'est une aide supplémentaire. Disons que c'est un petit élément, même je dirais un gros élément du modèle économique qui n'existe pas encore dans le MMA, qui n'existe que dans l'environnement gaming, Twitch, Kick, etc. Et je pense que c'est intéressant de le mettre en place. Ouais, donc là, on est déjà à la 4e édition. C'est vrai qu'il y a prochainement qui arrive. Il y a déjà eu pas mal de choses, on va dire, en tout cas, nouvelles dans le MMA. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez en tête, mais qui sont pour le moment pas encore mises en place? Il y en a sans cesse. C'est vrai qu'on est axé innovation, digitalisation énormément. On est un peu des extraterrestres. Là, on a créé... Clairement, on a créé plus d'innovation là en 10 mois d'existence que les 20 dernières années dans le MMA, d'un point de vue digital, je parle. Donc, c'est vrai qu'avec tout ce qui pop en ce moment, avec l'intelligence artificielle et tout, ça ouvre des nouvelles portes. Et oui, il va y avoir de plus en plus de nouveaux systèmes comme ça. Et le but, et vous l'avez compris, c'est de les mettre au profit des combattants. Le timer monétaire, c'est pour aider les jeunes combattants. Les dons, c'est pour aider les jeunes combattants.
Là, pour donner un exemple, on a même des sponsors, parce que ça affiche le nom de celui qui fait le don. Ouais. On a des sponsors qui ont déjà prévu de faire des dons aux combattants, Ok. parce qu'ils affichent leur marque, c'est sympa, et ils montrent qu'ils soutiennent Ok. les jeunes combattants. Donc, ouais, on va pousser en ce sens, faire évoluer le timer, faire évoluer la fight zone, et puis après, voilà, suivre un petit peu, grâce à Tom, tous nouveaux outils, quoi. Et, ouais. Ouais, t'avais quelque chose à rajouter? Non, c'est ça en fait. Nous, on va suivre de toute façon l'évolution de l'intelligence artificielle parce que c'est aussi comme ça qu'on fonctionne. On automatise aussi beaucoup de choses. C'est ce qui fait qu'on arrive, je pense, avec Charles, à produire autant de choses en aussi peu de temps. C'est qu'on automatise énormément de choses, quoi. Et juste avant de vous parler, enfin avant que vous nous parliez du matchmaking de la 4e édition, comment est-ce que les combattants peuvent postuler? Est-ce que vous avez un matchmaker ou une page Instagram sur laquelle on peut vous contacter pour postuler en fait sur les cartes? Alors, on est beaucoup contacté sur Insta, sur la page Duel d'Instagram. Ok. On va peut-être faire une page matchmaking, mais pour l'instant, en général, on nous contacte sur Insta. On Mhm. envoie un lien, on a créé un lien URL, c'est duel-ma.com/devenir combattant duel. Ok. Et en fait, là-dessus, il y a toutes nos conditions qui sont posées pour la carte prélim et la carte principale. Tout est transparent. Il y a même le contrat qui peut être téléchargé, le formulaire peut être rempli. Donc, on a là, à peu près 200 combattants amateurs qui ont déjà rempli le formulaire. Ouais. Et ça nous permet, nous, d'aller piocher dans les catégories avec les palmarès qui nous intéressent, les profils, quoi. Et là, vous aspirez, on va dire, à combien d'événements dans l'année? Je pense que 4 gros et bien faits, ce serait bien. Voilà. Et par la suite, vous allez viser à faire combattre des pros ou pour le moment juste sur le circuit amateur? On va voir l'évolution là en fonction de ce système de fight zone. Parce que c'est vrai que si ça fait ses preuves sur de l'amateur Ouais. et que vraiment on voit qu'il y a de l'engouement du public, tout simplement, on va pouvoir faire du pro. Ouais. Et c'est un objectif d'arriver à faire une édition pro, ouais, je pense en 2026. Tout du moins ouais, hybride, pour commencer. on verra. Et une dernière question sur les options de duel. Un duel sur la capitale, c'est possible ou pas? Je pense qu'on en fera un parce qu'il faudra en faire un. Ouais. Il faudrait en faire un à Paris, duel à Paris. Faut qu'on le fasse pareil. Tout ce qu'on fait, on réfléchit beaucoup. On réfléchit beaucoup et si on le fait, ce sera d'une façon différente de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc, faut qu'on trouve une clé sympa sur Paris. Ouais. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur la carte du prochain événement? Ouais, elle est bouclée. Ouais. D'ailleurs, sur l'appli de la Fight Zone, elle est actualisée. Donc en fait, là, si on vous donne le lien, vous aurez déjà accès à la carte actuelle. On est sur une très grosse carte, on est sur 15 combats, avec une pré-prélim de 3 combats, une carte prélim de 6 combats, et du coup, une carte principale de 6 combats. Ok. Donc ouais, ça va être intéressant. Main event et co-main, dans les beaux combats attendus sur le circuit amateur, on a Noah Caruso face à Kenji Aliaman. Ok. Très attendu, on a des très bons retours là parce qu'on a déjà posté l'opposition sur Insta. Et C'est un vrai combat que- qui avait déjà eu en plus, donc il y a un petit. Alors on n'avait pas fait Noah contre Kenji. Ok, comme en fait il avait call out un gars qu'il avait déjà affronté en fait sur la dernière édition, donc je pensais Ouais. que Ouais. ce qui allait se faire, non? Ok. Non, bah du coup, ouais, Morgan Tong, il avait call out Morgan Tong qui avait gagné le tournoi du coup. Mais Morgan avait perdu en main là, Ok. face à Rémi Rousseau. Du coup, Noah, c'était une très belle opposition. On voulait faire Kenji contre Rémi Rousseau. Et puis Rémi, du coup, a une petite pause en ce moment. Donc voilà, on va faire Noah Kenji qui est très très attendu. Aussi, on est content là d'intégrer Théo Muris sur la carte de Boxing Squad, jeune en 61 kilos là que ça fait un moment qu'on lui parle, qu'on essaye de le placer. On voulait le placer sur Duel 1, Duel 2, Duel 3. Et puis là, on s'est vu sur une MMA League à Miramas. C'est lui qui est venu vers nous en plus, donc ça fait plaisir. Et on est très content de le proposer aussi. Et en Savoyard, on a Anthony Nantois qui va affronter William Moussala en 93. Et ça, pareil, ça va être une opposition sympa. William, il est en 5-0 maintenant. Anthony Nantois, il va être chez lui. C'est la première fois qu'il combat en Savoie, lui qui est très axé Savoie. Et puis voilà, après on a Ahmed Wari aussi de la team de Kamel l'Ancien qui revient, qui s'était Avec qui retiré. que j'ai vu grandir d'ailleurs. C'est vrai Ouais, je m'entraîne avec eux, j'ai été formé là-bas. Et je crois depuis l'âge de 11 ans. D'ailleurs, je vous montrerai des vidéos, je pense qu'ils sont encore sur YouTube. Ils sont avec son père et tout, donc ouais, c'est vraiment un petit que j'ai vu grandir. Maintenant, c'est plus un petit, mais ouais, très bon potentiel. Et ben, très bon potentiel. Nous, on l'a connu, il était à 6-0, je crois, pour Duel 1. Il fait un main event énorme.
hyper puissant, profil très posé, super parlé derrière. Enfin, vraiment, j'avais accroché. Derrière, il nous écrit après duel 1, il nous dit qu'il veut arrêter. Donc, c'est sympa parce qu'il m'avait écrit en perso Ouais. au même moment que ses coachs. En plus, il m'a tenu au courant très tôt. J'avais vraiment apprécié. On pensait pas le revoir. Ouais. Et puis là, il revient pour duel 4 et franchement, ça fait plaisir. Pareil, Kamel, on aura 3 gars du coup à lui, 2 ou 3 gars à lui sur duel 4. Ouais. Donc, non, ça, vous allez voir, la carte, elle est sympa. Elle est pas mal. Donc là, elle se dévoile au fur et à mesure sur les réseaux. Ouais, et puis Ouais. je pense qu'on fera un communiqué presse du coup, et puis une petite créa avec la carte complète là dans les prochains jours. Ok, donc pour rappeler, donc l'événement sera diffusé sur la chaîne The AB Show. Un peu plus de détails, à quelle heure est-ce que ça commencera l'événement? Alors du coup, la pré-prélim, on va faire 18h. Mhm. Le début du spectacle et du show, ça va être 19h pour les anciens avec un showcase de Lord Co City qui devrait jouer ma Benz. Il va régaler les plus de 30 ans. Et après, donc, on a la carte prélim. Voilà. Et puis on enchaîne sur la principale. Donc en gros, ça va être de 18h à 22h30. Ça promet une grosse soirée. 15 Ouais. combats, c'est beaucoup quand même. Bien sûr. Ça promet un long live, une très belle soirée MMA amateur. Ouais. Donc 18h, soyez connectés sur la chaîne. On sera au commentaire avec Karl, Xavier et moi-même. Préparez vos cartes bleues aussi parce que comme vous l'avez entendu, comme vous l'avez vu s'afficher à l'écran, il y aura possibilité de soutenir les combattants et soutenir la chaîne aussi au passage, on est preneurs. Franchement, merci d'avoir été, d'avoir clarifié les choses, d'avoir surtout, on va dire, donné l'exclusivité sur la chaîne. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, bah merci à toi déjà de nous accueillir à Paris. Ouais. On est content de monter. Plaisir partagé. Ouais, pareil, non, c'est cool. Franchement, super accroche, super découverte. Grâce à Karl, à Moussou, on Ouais. s'est connecté super vite. Et puis ça s'est très bien passé. Donc c'est un plaisir de t'avoir Plaisir partagé. aux commentaires, en tout cas avec Xavier et Karl. Et puis voilà, je pense qu'on va faire pas mal d'éditions ensemble. En tout cas, voilà, c'est un Il y a moyen de plaisir. voir un petit retour de Karl Amoussou sur Duel 5. Karl Moussou sur Duel 5, c'est en égo. Contre Michael Lebou. Faudra peut-être parler à Mika Lebou, Karl Moussou 2 avec du gros fight gift sur la fight zone. Je crois que ça dépend que des téléspectateurs. Après, on arrivera à les motiver. Merci. Écoutez, comme je le répète, mais notez bien cette date, 14 juin, 18h, soyez connectés sur la chaîne. Posez-vous avec votre carte bleue et vos popcorn et appréciez le spectacle. Merci à tous. Salut. Merci à toi. vous.